Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 10 octobre à la une de l'actualité. Gaza sous les bombardements sionistes pour la 4e journée consécutive. Plus de 30 victimes et 4200 blessés sont à déplorer. L'aviation de l'occupation cible même les hôpitaux tentant d'exterminer la résistance. Le Premier ministre présente la déclaration de politique générale du gouvernement devant les députés où il a exposé des indicateurs économiques et les actions des différents secteurs depuis septembre dernier. Nous l'écouterons tout à l'heure. La ministre de la Culture, ministère de la Culture récupère une épée de l'émir Abdelkader, un objet de grande valeur historique qui allait être vendu aux enchères en France. Santé dans ce journal et les conclusions d'une étude sur l'hypertension artérielle réalisée par le ministère de la Santé documentent l'importance de l'hygiène de vie dans la lutte contre la maladie. Reportage tout à l'heure. Importante manifestation au Maroc contre la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. La population dénonce une trahison de la cause palestinienne. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On commence ce journal par un point de situation dans les territoires occupés palestiniens et Gaza qui est toujours sous les bombardements sionistes pour la 4e journée consécutive. Le nombre de martyrs s'élève désormais à 830 en plus de 4250 blessés. La situation sur place est très difficile. L'aviation de l'occupation israélienne n'épargne aucun civil, même les hôpitaux et les ambulances sont pris pour cible au même moment où la résistance palestinienne tient bon. Les détails par Malik Abdel. La bande de Gaza est toujours la cible de raids et de bombardements extrêmement violents menés par l'aviation et l'artillerie de l'occupation sioniste, faisant plus de 800 martyrs palestiniens, dont des femmes et des enfants, mais aussi des journalistes tués alors qu'ils couvraient les agressions barbares de l'armée d'occupation pour occulter les crimes de l'entité sioniste et tromper l'opinion publique internationale. Des zones peuplées du centre de l'enclave ont été lourdement touchés par les avions de chasse de l'occupation sioniste qui ont effectué de nouvelles frappes contre des cibles civiles, bombardant ainsi des écoles, des hôpitaux, des habitations, des banques ainsi que des mosquées dans les différents quartiers de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Le poste frontière de Rafah vers l'Égypte, seul issu de la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlé par l'entité sioniste, a été bombardé 3 fois ces dernières 24 heures. Le siège total de la bande de Gaza annoncé hier par les forces d'occupation sionistes qui met en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdit par le droit international humanitaire, a rappelé l'ONU ce matin. Dans le même sillage, l'Organisation mondiale de la santé a demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire vers l'enclave palestinienne pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations où plus de 187 500 personnes ont trouvé refuge dans une centaine d'écoles et d'abris. L'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe ont plaidé hier pour un soutien financier durable aux Palestiniens à l'issue d'une réunion conjointe de leurs ministres des Affaires étrangères à Oman. Des milliers de personnes issues notamment des communautés palestiniennes, arabes et musulmanes ont participé à des manifestations massives aux États-Unis, en Irlande et en Suède pour dénoncer l'agression criminelle de l'entité sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Aux États-Unis, les manifestations qui ont drainé un nombre important de participants se sont déroulées notamment à New York, à Chicago, en Californie, au New Jersey et à Minneapolis. À Londres, plusieurs groupes pro-palestiniens ont organisé des manifestations de soutien en brandissant des drapeaux devant l'ambassade de l'entité sioniste. De grandes manifestations ont eu lieu également à Toronto et Alberta, même ambiance de soutien au peuple palestinien à régner lors de manifestations à Madrid et à Lyon.
Les manifestants ont appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités à l'égard de la question palestinienne, à mettre fin à la guerre menée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien et à la tenir pour responsable de ces attaques et violations du droit international commises pendant de nombreuses années. Soutien bien sûr de l'Algérie et une minute de silence a été observée ce matin à l'Assemblée populaire nationale à la mémoire des martyrs palestiniens tombés ces derniers jours sous les violences et les bombardements sionistes. La Fatiha a été également lue à l'occasion. Et lors de cette séance plénière présidée par Brahim Bourali, le Premier ministre a présenté la déclaration de politique générale du gouvernement. Celle-ci est un bilan des activités et actions dans les différents secteurs durant la période allant de septembre 2022 à août 2023. Lors de son intervention devant les députés, Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que le gouvernement a pu réaliser de grandes avancées dans la concrétisation des engagements du président de la République, tout en maintenant la politique sociale du pays, et ce, malgré le contexte mondial, économique et géopolitique. Je vous invite à l'écouter. Le gouvernement a pu s'adapter aux changements intervenus sur la scène internationale avec la souplesse nécessaire à travers l'adaptation des politiques publiques au contexte international en optant pour des politiques proactives suivant les orientations du président de la République et qui ont permis de renforcer la résilience de l'économie nationale et de poursuivre la politique sociale de l'État. Cela a également permis la consolidation de la réforme du système juridique et institutionnel en vue de consacrer la bonne gouvernance parallèlement au développement des infrastructures de base et le lancement de projets stratégiques structurants et la relance de l'investissement dans le cadre d'une approche économique. Ceci a été concrétisé sans le recours à l'endettement extérieur. Cela reflète la vision proactive du président de la République dans sa gestion des affaires publiques. Et le Premier ministre a exposé quelques indicateurs économiques, précisant que l'Algérie est arrivée à montrer une résilience et à maintenir une croissance constante au moment où la situation économique de beaucoup de pays s'est dégradée. On l'écoute. Face à ce contexte international fragile et incertain, l'Algérie a su faire preuve de résilience en maintenant une croissance économique appréciable qui s'élèvera à 5,3% en 2023. La croissance du PIB hors hydrocarbures devrait atteindre 4,9% en 2023 contre 4,3% enregistré en 2022. L'inflation s'est établie quant à elle à 9,5% au cours des 7 premiers mois de 2023, tiré principalement par les produits alimentaires. Le niveau des exportations de biens devrait connaître un recul pour s'établir à 52,8 milliards de dollars à fin 2023 du fait de la baisse des prix du pétrole dont le prix moyen a connu un repli passant de 104 $ le baril en 2022 à 85 $ en 2023. Pour ce qui est des importations, elles devraient augmenter à 41,5 milliards de dollars à fin 2023 contre 39 milliards de dollars en 2022. Malgré la hausse des importations, la balance commerciale restera cependant positive cette année avec un excédent de 11,3 milliards de dollars. En dépit du recul des prix du pétrole sur le marché international, les réserves de change ont poursuivi leur hausse pour atteindre d'ici la fin de l'année environ 85 milliards de dollars en sus des réserves d'or monétaires. Évoquant la lutte contre la corruption et sa prévention, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement impliquait les décisions finales de la justice dans la confiscation de fonds et de biens pillés. Il a été procédé au renforcement de la coopération pour la récupération des fonds détournés à travers la poursuite de l'exécution des décisions de justice destinées au recouvrement de ces fonds et la mise en œuvre des conventions et commissions rogatoires internationales afin de localiser les sommes détournées vers l'étranger et les saisir. Dans ce cadre, 259 commissions rogatoires internationales ont été adressées, 40 depuis l'année 2021 et 7 demandes d'assistance judiciaire envoyées à 31 pays afin de localiser les fonds détournés et les geler dans le but de les saisir. Il a été procédé également à l'exécution partielle de 62 commissions rogatoires internationales afin de localiser les fonds détournés et les geler.
Dans son plan d'action également, le gouvernement accorde une importance particulière à la communauté nationale établie à l'étranger en tant que composante indissociable de la nation. Cet intérêt s'est traduit concrètement à travers différentes mesures telles que le renforcement du réseau consulaire en France, en Italie et aux États-Unis. Il y a également la prise en charge des frais de transfert des dépouilles vers le territoire national. En application des orientations du président de la République portant sur la nécessité de renforcer la protection du patrimoine culturel national et veiller à la restitution des biens culturels à l'étranger, l'ambassadeur de l'Algérie en France, Saïd Moussi, a remis à la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, l'épée de l'émir Abdelkader, une pièce archéologique de grande valeur historique qui était programmée à la vente aux enchères à Paris. Je vous invite à écouter cette déclaration. Dès que nous avons appris pour la mise en vente de l'épée aux enchères à Paris, nos services relevant du ministère de la Culture, sous la supervision directe de la ministre de la Culture, ont donné instruction de procéder à la récupération de cette pièce archéologique. Cette épée a été offerte par l'émir Abdelkader à son ministre des Affaires étrangères de l'époque, El Miloud Ben Arash, une personnalité dont le rôle important n'est plus à démontrer dans le traité de la Tafna. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a pris part à Malabo, en Guinée équatoriale, à la 25e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, consacrée entre autres à l'examen de la situation du marché gazier international et ses perspectives à court et moyen et long terme. La réunion vise à assurer la sécurité et la stabilité de l'offre et de la demande sur le marché international du gaz naturel. Activité ministérielle toujours, et cette visite du ministre de l'Hydraulique à Batna, Taha Derbel, a insisté sur la livraison dans les délais du projet de renforcement du réseau de transfert d'eau entre la station de pompage d'Aïn Kersha et le barrage de Koudiat Medouar, un projet attendu par les citoyens et les agriculteurs, nous dit Annie Saïd Belkacem. Souvent sujette à des pannes entravant sérieusement l'irrigation des périmètres agricoles, les canalisations reliant le barrage de Bni Haroun et celui de Koudiat Medouar à Batna font l'objet de travaux de réhabilitation, des travaux qui seront bénéfiques aux citoyens et aux agriculteurs. Nous sommes ravis de savoir que les autorités concernées ont repris les travaux de ce projet. Nous attendons avec impatience sa livraison pour qu'on puisse avancer dans nos projets agricoles. Nous espérons que ce projet soit livré dans les temps, dans la localité de Chmara Yahya, afin de pouvoir entamer notre activité agricole. Il est aussi question du projet d'extension de la station d'épuration du barrage de Koudiat Medouar et de la station d'épuration des eaux usées à Timgad. À cause d'une faible pluviométrie, le barrage n'est pas rempli. C'est pourquoi la réhabilitation de la station de pompage de Bni Haroun est très importante. Et pour assurer la disponibilité en eau potable, une nouvelle retenue d'eau à Tirkobaya a été mise en service dans la commune d'Oued Chaba d'une capacité de 26 000 mètres cubes. Ce projet a connu plusieurs pannes et à la fin de sa réalisation, il permettra une meilleure prise en charge du problème de l'alimentation en eau potable des wilayas de Batna et de Khenchla, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il bénéficiera autant aux citoyens qu'aux agriculteurs en leur fournissant de l'eau d'irrigation, en particulier au niveau du périmètre agricole de Chemora, qui couvre une superficie de 7 287 hectares. L'année 2024 sera le renforcement de la seconde canalisation de transfert d'eau sur un linéaire de 24 km afin de régler définitivement le problème des pannes récurrentes au niveau des deux canalisations. Il est attendu que le volume d'eau transféré vers le barrage de Koudiat Medouar depuis le barrage géant de Bni Haroun via la station de pompage d'Ain Kersha atteigne, après la réception du projet, 400 000 mètres cubes jour, dont 180 000 mètres cubes seront quotidiennement traités et le reste voué à l'irrigation agricole. Direction Sidi Bla Abbas, l'une des villes qui a bénéficié d'une ligne de tramway ces dernières années. Mis en service en 2017, ce moyen de transport très prisé par les habitants est soumis à des règles strictes afin de préserver la sécurité des usagers et des autres. Reportages de Hasna Zoubieri. À Sidi Bla Abbas, de nombreux accidents de la route sont enregistrés sur la ligne du tramway depuis sa mise en exploitation. Nous enregistrons des accidents, que ce soit matériels ou corporels, sur cette ligne. Ces accidents impactent quotidiennement la qualité de service
du tramway de Sidi Bel Abbès, ainsi qu'elle met en danger les voyageurs ainsi que les véhicules qui traversent la ligne de tramway. Nous avons enregistré cette année, pour exemple, plus de 15 accidents matériels, dont 3 accidents corporels. لازم الاختبار اللي يعطوا القيمه للترام فايت الترام يحبس ما يقلعش تم يفوت الترام ما عنده لا بريوريتي باش يكون ليبر باش يقطع هو. هذوك الحوادث اللي يجوا ما يجوش غير كما نقولوا يجوا إليا ان تروك دونك هذاك لو تروك اللي يكون سوا يكون هكا دراجه ناريه ولا ما يسمعش ولا يكون داير ايكوتر ولا يفوت ولا الترام هو فايت طريق تاع ترام ماشي طريق تاع لوطو راك هو يخلي الطريق الترام تا يجي مقلع يجي قاطع قدامه سواء بلوطو سواء بلا موطو. Avec sa mise en service, des feux tricolores ont été mis en place par les autorités locales afin de gérer le trafic routier en parallèle avec le tramway de Sidi Bel Abbès. Une signalisation parfois non respectée par certains automobilistes, ce qui provoque de graves accidents. On fait appel au civisme des citoyens, aux usagers des automobiles, pour plus de rigueur et au respect de la réglementation du code de la route. Ça nous fait diminuer toute accidentologie et ça fait appeler au civisme des citoyens. Les chauffeurs du tramway diminuent souvent la vitesse afin de réduire les risques d'accident. Pendant notre tournage, notre caméra a filmé ces motards roulant sur les rails du tramway sans se soucier du risque qui peut encourir. Afin de réduire les risques d'accident et sensibiliser les usagers de la route, la direction des transports de la wilaya de Sidi Bel Abbès, en étroite collaboration avec les services de l'ordre, organise régulièrement des campagnes de sensibilisation. On a fait des simulations pour plus de civisme aux citoyens et au respect du code de la route, pour moins d'accidents et moins de morts. Inch'Allah, تكون حملة توعية plus que autre chose parce que الحملات التوعيه هي اللي جو بونس غادي توعي الناس على لو دونجي تاع لو ترامواي واحترام قانون المرور تاع الترامواي. Plus de 500 accidents ont été enregistrés entre 2012, année de sa mise en service, et 2020, et ce au niveau des carrefours, c'est-à-dire les intersections sur la voie du tramway et la route. Santé, on s'intéresse ce soir à l'hypertension artérielle, première cause de mortalité dans le pays. Si la prise en charge de cette maladie s'est nettement améliorée, les facteurs aggravants et le mode de vie continuent de faire de nombreuses victimes. C'est ce que documente la récente étude réalisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS. Reportage de Yanis Saïd Belkacem. Allez la prendre selon les recommandations. Les résultats de l'étude PACT 2 menée par le professeur Jamel Dinnibouche sur un échantillon de 2000 hypertendus de différents âges et régions du pays attestent que seulement 17,4% des patients atteignent les objectifs tensionnels recommandés. On prend en charge peut-être mieux. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits parce que la grande majorité de la population étudiée, 76%, sont inférieurs à 140-90. Donc, c'est pas catastrophique. Donc, on peut mieux faire pour arriver à la cible. Et cette étude témoigne encore qu'il y a eu des efforts importants actuellement en matière de santé publique et en matière d'adhérence thérapeutique et en matière aussi de connaissances scientifiques du médecin qui traite l'hypertension artérielle au vu de ces résultats. Les personnes hypertendues sont plus susceptibles de développer des complications graves et chroniques, notamment des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus et des problèmes rénaux. Elles sont également à risque accru de maladies cardiaques, de troubles rénaux et sont potentiellement sujettes à l'Alzheimer. C'est une maladie qui peut occasionner des dégâts importants au niveau du cerveau, à savoir un accident vasculaire cérébral, qui peut occasionner aussi une démence hypertensive, une accélération de l'Alzheimer et sur le cœur des crises cardiaques, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque surtout, et l'insuffisance rénale pour le rein. Donc, il y a l'artériopathie des membres inférieurs. Donc, toutes ces complications sont des complications hautement morbides et qui augmentent la mortalité de cette affection dans le monde.
C'est pourquoi la stabilité de la maladie nécessite une mobilisation de tous les acteurs pour limiter ses complications. Il est recommandé de faire son dépistage et l'autodiagnostic à domicile 3 fois par jour. Le dépistage précoce est important. Il faut dépister très tôt, avant les dégâts, avant que l'hypertension n'ait son traitement convenablement. D'autant plus que quelquefois, il y a des maladies surajoutées à l'hypertension, comme le diabète, comme la dyslipidémie. Et toutes ces maladies vont donner encore plus de médicaments à prendre pour le malade. La monothérapie, on la donne très peu. Un seul médicament, ça ne suffit plus. On donne toujours 2 médicaments, de préférence en un seul comprimé. D'autre part, le professeur a salué l'amélioration de la prise en charge de l'hypertension artérielle et la disponibilité de tout type de médicaments en Algérie. Cette triste nouvelle, la Moudjahida et membre de l'armée de libération nationale, Choumi Shabab Ahmed, est décédé à l'âge de 84 ans, issu d'une famille imprégnée de valeurs nationalistes, dans le domicile situé à Bab el-Hadid à Tlemcen et qui servait de point de rencontre secret des Moudjahidines. Feu Choumi Shah a entamé son action militante à l'âge de 17 ans. Elle a été chargée de transmettre des correspondances de et vers le commandement de la 5e zone. Et en cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Lahid Biga, présente ses condoléances et les plus sincères à la famille de la défunte ainsi qu'à ses compagnons d'armes, exprimant ses profonds sentiments de compassion. La dépouille de la Moudjahida sera inhumée demain après la prière d'Ador au cimetière d'Al-Alia. À l'étranger, les débats et les interventions se poursuivent devant la 4e commission de l'ONU en charge de la décolonisation. Les représentants de plusieurs pays ont défendu le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au droit international. C'était le cas hier des représentants du Costa Rica, l'Iran, le Paraguay, la Guyane, la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, de Saint-Vincent et les Grenadines ou encore la Namibie. Au Maroc, importante manifestation en soutien au peuple palestinien, mais surtout contre la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. La population dénonce une trahison de la cause et de sa volonté. Rina Lorari pour les détails. Des manifestations massives se sont tenues dans plusieurs villes marocaines avec un seul mot d'ordre, le rejet de toute relation avec l'entité sioniste et réaffirmer le soutien au droit légitime du peuple palestinien d'établir un État indépendant. Ils étaient des centaines à scander des slogans anti-sionistes devant le siège du Parlement à Rabat ou à la place de la Nation à Tanger. Les Palestiniens ont démontré que leur détermination est inébranlable, surpassant la force de l'occupant sioniste. C'est un jour historique. Nous nous rassemblons pour soutenir nos frères palestiniens. Nous ne cesserons jamais de clamer sauver Gaza, libérer Gaza. Le Front marocain réitère son soutien indéfectible à la cause palestinienne, condamnant fermement les accords de la honte conclus avec l'entité sioniste. Le peuple marocain considère la cause palestinienne comme une question nationale. Sa résistance est perçue comme une lutte légitime. Al-Aqsa est très précieuse pour nous, tout comme pour les Palestiniens. C'est un lieu béni, saint et d'une grande importance religieuse. Attaquer Al-Aqsa, c'est nous attaquer. La cause juste du peuple palestinien a rallié la société marocaine, unanime dans son appel à légiférer contre toute forme de normalisation avec l'entité sioniste occupante. Retour dans le pays pour parler culture et l'Institut national supérieur de musique qui a débuté hier son année académique. Situé au cœur de la capitale, l'établissement forme dans la pratique de divers instruments de musique ainsi que dans l'interprétation et du chant. Rina Lorari. Situé non loin de la place des Martyrs à Alger, l'Institut national supérieur de musique est un joyau de la scène musicale algérienne. Derrière ces murs, de jeunes étudiants manient les instruments avec virtuosité, jouant des morceaux connus mondialement. Je joue du luth depuis que j'ai intégré l'Institut national supérieur de musique. J'ai été encadré et guidé par des professeurs qui m'ont appris à jouer de cet instrument.
Toutes les conditions sont réunies pour qu'on apprenne et qu'on se perfectionne chaque jour. J'ai l'opportunité de m'entraîner avec des enseignants qui ont beaucoup d'expérience. Dans son atelier, Ami Abdelkader exerce son art avec une grande passion et beaucoup de dextérité. C'est là qu'il conçoit, répare et entretient ses instruments à cordes. Chaque note ajustée et corde placée contribue à créer une mélodie envoûtante. Mon métier consiste à réparer et à entretenir tous les instruments à cordes, en particulier les violons. Chaque année, nous accueillons de nombreux élèves qui apportent leurs instruments pour réparation. Je m'occupe du remplacement des cordes, des chevilles et même des âmes de luth. Je leur explique également comment bien les entretenir. À la fin de leur formation, les étudiants se voient décerner un diplôme d'études supérieures par l'Institut national supérieur de musique. Une certification contribuant au développement et à la promotion du patrimoine musical algérien. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.